L'invité politique de Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Voilà, Jean-Frédéric Poisson, j'aurais pu ajouter que vous êtes également le solide pilier du 15 parlementaire en rugby. C'est exact. En tout cas, vous êtes sûr d'être qualifié pour la primaire, car vous n'avez pas besoin de parrainage, puisque vous êtes président du Parti chrétien-démocrate. Vous présentez un projet de civilisation plus que de gestion, dites-vous, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous différencie des autres ? La volonté de, sans doute d'abord, réhabiliter la décision politique. Il me semble que, d'ailleurs, les sondages que vous venez de mentionner l'indiquent, il y a une très très grande rupture entre les Français et la chose politique en tant que telle, probablement parce que la plupart du temps, le discours politique et les décisions politiques restent à un niveau d'organisation de la cité et pas à un niveau de vision, de long terme, et qui parle de la politique en tant que telle. Le projet que je présente, il est assez simple à décrire. Il consiste, dans un pays qui n'est plus une nation et qui n'a plus d'État, à refaire de la communauté française une nation et à lui redonner un État puissant. Vous dites même que 2017, c'est la dernière occasion de réussir avant un désordre généralisé. Oui, il me semble que la communauté française est très fracturée. Petit à petit émerge une espèce de juxtaposition de communautés qui vivent les unes à côté des autres, dans le meilleur des cas, quand elles ne sont pas en tension, qu'elles ne s'affrontent pas. Je crois que les Français attendent des réformes profondes, qui aient du sens, qui leur donnent une vision de long terme. Si nous ne faisons pas ces réformes, avec cette ampleur et avec cette volonté d'avoir une vision de long terme, je crains que le désordre que nous voyons déjà, ces jours-ci, avec les incidents de rue, nous en avons un signe malheureusement évident. Tout ça pourrait se généraliser. 2017 est, à mon avis, la dernière échéance à laquelle nous pouvons réformer la France en profondeur et à peu près tranquillement. Alors, dans votre programme, il y a cette idée de replacer la famille au centre des politiques publiques. C'est-à-dire, et comment on fait ? On commence par considérer qu'effectivement, c'est dans la famille que se joue la majorité des apprentissages sociaux. C'est dans la famille que se joue la première confrontation de chacune d'entre nous avec les règles sociales, la vie en collectivité, la possibilité à la fois de s'épanouir personnellement, mais en même temps de participer à une œuvre collective. Les grands apprentissages publics, en quelque sorte, et privés se font dans la cellule familiale, mais pour lui permettre de le faire correctement, il ne faut pas lui retirer ses moyens. Il ne faut pas raboter les allocations familiales, il faut arrêter d'accroître les prélèvements fiscaux. Et puis, il faut également cesser de considérer que les familles ne sont pas d'abord responsables de l'éducation de leurs enfants. Je rappelle que la loi Peillon, il y a 3 ans, faisait de l'éducation nationale un co-éducateur avec les parents de leurs enfants. Et ça n'est pas possible. Il faut rétablir l'autorité parentale et redonner aux familles les moyens de leur action. C'est-à-dire qu'il y a une politique de distribution d'allocations d'un côté, et puis symboliquement de réaffirmation de la place de la famille dans la vie sociale. Vous aviez succédé à Christine Boutin, et dans votre programme, il y a l'abrogation du mariage pour tous. Oui. Vous pensez que c'est possible ? C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui sont mariés ? Mais ils resteront mariés. Mais les autres pourront plus se marier. La loi. Et pourquoi ? Est-ce que c'est pas réveiller justement les divisions de la société française ? Non, je crois pas. Je pense que il y a dans l'opinion publique française, à minima, la volonté de préserver la filiation, même si par ailleurs on entend de temps en temps que un très grand nombre de Français seraient favorables au mariage pour les personnes de même sexe. Soit, moi ce qui m'intéresse, c'est que je veux absolument faire en sorte que jamais il ne soit possible en France de voir se développer la pratique des mères porteuses. Or, à partir du moment où la loi Taubira demeure, la pratique des mères porteuses arrive dans notre droit, c'est d'ailleurs déjà le cas, par le biais, comme vous le savez, d'un certain nombre de circulaires et des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc l'abrogation de la loi a toujours été notre position, ma position constante. Et donc vous la mettrez en œuvre si vous étiez élu. Vous voulez réduire le nombre des avortements ? Oui, parce que comment on fait ? Parce que là aussi, ça se décide pas, ça se décrète pas, non ? Non, mais ça ne peut pas se décréter, mais ça se soutient, ça s'aide, ça s'accompagne. Et je fais partie de ceux qui ne comprennent pas comment, d'un côté, on peut avoir un discours unanime, en disant c'est un drame familial, c'est un drame personnel, c'est un drame social, c'est quelque chose de douloureux pour tous les personnels, travailleurs sociaux et personnels de santé qui sont concernés, et en même temps ne rien faire pour que les choses s'améliore, si je peux dire. Donc, il y a des mécaniques de soutien à tous les centres d'accueil, les associations qui aident les femmes qui souhaitent garder leur enfant, mais qui n'en ont pas les moyens à le faire. Vous voulez inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution et vous voulez des relations contractuelles avec les musulmans, c'est-à-dire, et pourquoi ?
inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Est-ce bien utile? Qu'est-ce que ça? Oui, bien sûr que c'est utile. Ça dit ce que nous sommes. Et dans un contexte... On va vous dire aussi que dans la France, il y a la tradition voltairienne, il y a beaucoup d'autres influences. La tradition voltairienne elle-même, elle est au moins déiste, à défaut d'être chrétienne, mais il nous faudrait davantage de temps pour débattre de ça, monsieur Leclerc, que ce matin. Non, les racines, les traditions françaises, même la devise liberté, égalité, fraternité, la laïcité, tout ça sont des éléments qui ont été fournis à l'histoire de France par le christianisme, et à l'histoire de France et à l'histoire du monde d'ailleurs. Et le problème que nous avons, c'est que nous manquons de moyens pour résister aujourd'hui de manière efficace, ferme, et tranquille, à l'offense Kiev qui est menée par une certaine forme d'islam en tout cas. Nous devons renouer avec ce que nous sommes, dire ce que nous sommes, ce qui est la meilleure manière de Et qu'est-ce qu'on fait donc des musulmans, des 5 millions de musulmans en France? Je suis pas sûr qu'il y ait 5 millions de pratiquants musulmans en France. Non, c'est comme les chrétiens, il y a pas... Premièrement. Ensuite, ceux qui sont là, les musulmans qui veulent pratiquer leur foi dans des conditions décentes, évidemment sont les bienvenus. C'est l'honneur de la France et des grandes démocraties de procurer aux croyants des conditions décentes pour exercer leur foi. Mais cet exercice de la foi ne doit pas déborder de manière agressive ou brutale dans l'ordre public ou dans l'ordre social, comme on le voit malheureusement de plus en plus souvent. Il y a donc, avec ceux qui souhaitent pratiquer leur foi dans ces conditions, qui sont évidemment les plus nombreux et de très loin, un contrat à passer, une espèce d'échange de réciprocité. Bien sûr que le droit de pratiquer votre foi est garanti. Maintenant, il faudra que vous preniez quelques engagements. J'en prends un ou deux par exemple. L'engagement que les prêches se fassent en français et pas dans une langue étrangère, et l'interdiction des financements étrangers. Mais on ne pourra pas indéfiniment faire comme si tout ça n'existait pas. Il faut engager quelque chose. Le prêche et le financement étranger sont deux exemples possibles. Vous voulez supprimer le ministère de la Culture, pourquoi? Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est hérité de Malraux, des grands ministres, Jack Lang. La culture française, c'est important. J'ai jamais considéré que Jack Lang avait été un grand ministre de la Culture. Malraux, c'était évidemment une autre dimension. Non, le ministère de la Culture ne sert plus à rien. Il sert à diffuser une culture officielle qui n'est pas la marque d'un grand pays, d'un pays libre au XXIe siècle. Il ne vient pas, sauf exception, et elles sont très rares, en appui des collectivités dans les programmes de diffusion, ou si peu que pas. Moi, je crois au contraire que ce qui fait l'essor de la culture et son fleurissement, c'est l'appui du mécénat, ça n'est pas l'appui de la culture d'État. Alors, en matière d'emploi, vous voulez réformer le Code du travail. Donc, vous allez voter la loi El Khomri. Non, malheureusement pas. C'est l'objet. C'était son intention, c'est pas son objet. C'est toute la différence. Je l'ai dit d'ailleurs à la tribune de l'Assemblée dans le débat, mardi soir. Cette loi, il y avait une occasion formidable. Il y a un rapport que peut-être vos auditeurs dont ils ont entendu parler, le rapport Combrexel, il y a quelques mois maintenant, qui donnait une architecture possible de réécriture du code. Le gouvernement a oublié ce rapport qu'il avait lui-même commandé. Ce rapport était équilibré, il donnait un cadre général d'ordre public social qui disait les grandes lignes, les grandes règles dont on ne peut jamais s'affranchir. Le deuxième temps, c'était ce qui doit être négocié de manière collective, grande filière par grande filière, ça s'appelle les accords de branche, et le reste confié aux entreprises. On aurait dû s'inspirer de cela. Il fallait en profiter pour ramasser ce code qui est beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros, même s'il laisse davantage de liberté que ce qu'on croit souvent. En attendant, c'est une occasion manquée et la loi El Khomri, malheureusement, n'aura aucun effet, non seulement sur le marché du travail, mais en plus, elle court le risque, elle fait courir le risque aux entreprises d'un pouvoir accru des juges sur la vie des entreprises parce qu'elle est tellement mal écrite par endroits que le pouvoir d'appréciation des juges devient extrêmement important. La France va mieux, dit François Hollande, le chômage baisse, il y a un mieux de croissance, 0,5%, alors quand on a des 0,4%, vous n'y croyez pas à première vue. D'abord, j'y crois. Votre mot, vous n'avez pas l'air convaincu. Je suis toujours un peu sceptique quand j'entends ce genre de discours. Une hirondelle ne fait pas le printemps, comme dit l'autre, il en faut au moins deux. Donc on verra la manière dont les chiffres du chômage et de la croissance évoluent dans les mois qui viennent, même si beaucoup d'observateurs anticipent une amélioration. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'état psychologique du pays. Encore une fois, cette mécanique d'affrontement, de tension généralisée est sans doute le plus grand échec de François Hollande depuis 4 ans. Et si les Français sont attentifs au bilan du président de la République,
ne devrait pas être réélu dans un an. En tout cas, c'est mon souhait. Allez, quelques questions rapides parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La question des réfugiés, des migrants, l'accord qui a été passé avec la Turquie, vous en pensez quoi? Beaucoup de mal. Il faut pas les accueillir, les migrants. On n'a pas les moyens de le faire dans des conditions décentes. C'est ce que montre l'expérience de Stalingrad, de Calais. On ferme les frontières et pas d'accord avec la Turquie. Et surtout, on demande à la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont les premiers responsables de la déstabilisation du Proche-Orient, d'assumer la charge de leurs propres et les conséquences de leurs propres actes. Emmanuel Macron qui veut légiférer sur les salaires des grands patrons après le scandale, la polémique autour du salaire de Carlos Ghosn. Un jour il veut légiférer, un jour il veut pas. Mais vous en pensez quoi? Il faut laisser le marché, du moins les choses se faire. Non, je pense qu'il faut. Toute la difficulté, c'est que une loi, je ne sais pas comment il faut écrire la loi, et je vois pas de bonne loi en l'espèce. Et la difficulté, c'est que c'est la culture des acteurs, c'est leur éthique personnelle qui est la clé. Et c'est très difficile. Alors un mot rapide malheureusement sur la Syrie. Vous êtes allé en Syrie, vous avez rencontré Bachar el-Assad. Il n'y a pas de solution en Syrie sans lui? Je crois pas. Oui, clairement. On peut s'en plaindre. C'est Bachar el-Assad qui. On peut s'en plaindre ou s'en féliciter. Même si il y a 200 000 morts, il y a eu 200 000 morts dans la guerre civile, même s'il bombarde Alep. Il les a pas tous tués lui-même. Mais enfin, si on avait des considérations morales de la même acuité, de la même, tout aussi aiguës sur un certain nombre de pays voisins, peut-être qu'on serait un peu moins alliés avec ces pays voisins. Je pense. L'Arabie Saoudite. Je suis pas sûr que les Saoudiens et les autres soient un peu plus fréquentables. Donc la solution, ça passe par Bachar el-Assad. Et on revient sur votre candidature. Et on va vous dire, est-ce que c'est simple candidature de témoignage? Quel est l'objectif? Et puis surtout, qu'est-ce que vous faites si c'est pas vous qui êtes nommé? Vous avez eu des mots sévères pour Alain Juppé. Vous dites que vous feriez pas campagne pour lui? J'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne souhaitais pas qu'il gagne la primaire parce que les convictions que je défends et les siennes sont sans doute les deux plus opposées sur le panel des candidats à la primaire, en tout cas au moment où nous parlons. Mais non, je jouerai ce jeu. Candidat de témoignage, ça voudrait dire faites attention, si vous ne faites pas ce que je dis, ça va mal se passer. C'est pas mon propos. J'ai proposé 12 grandes réformes cadres pour réformer le pays en profondeur. Il y a des mesures qui sont larges et si c'est pas vous soutiendrez un candidat. Vous me reposerez la question entre les deux tours, Monsieur Leclerc. Merci Jean-Frédéric Poisson, merci d'être venu. On retrouve dans quelques instants le flash de Sophie, le flash de Marc Tédé avant la revue de presse Renaud Blanc et puis accord désaccord Yves-Marie Kahn de le sondage Elab et François Siegel, directeur de Oui Demain.